Salut tout le monde, je crois qu'il est enfin temps de discuter d'un sujet que j'ai évoqué en surface il y a 4 ans et que j'avais délibérément laissé en suspens depuis. Pour ceux qui se souviennent de ma vidéo sur les cartoons de propagande, où je parlais d'un large éventail de ce que les États-Unis et consorts ont produit pendant la Seconde Guerre mondiale en termes d'animation, j'avais évoqué une série de cartoons intitulée Private Snafu, que je n'avais pas abordé en détail parce qu'il s'agit d'un sujet suffisamment dense pour mériter sa propre vidéo. Et ça n'aura pris que 4 ans pour enfin la faire, mais bon, mieux vaut tard que jamais, je dis toujours. Je suis vraiment fasciné par le sujet des œuvres de propagande, de toutes sortes et de toutes nationalités. Et dans ce royaume, Private Snafu est décidément l'une des créations les plus intéressantes. Car au-delà de tout ce qui fait de cette série de cartoons ce qu'elle est, il y a un détail particulier qui la démarque de ses consorts. En pleine Seconde Guerre mondiale, tandis que les États-Unis se sont retrouvés particulièrement impliqués depuis l'attaque de Pearl Harbor, les héros les plus connus de l'audience qui n'est pas partie au front ont embrassé les couleurs patriotiques pour soutenir les efforts de guerre et remonter le moral des gens à leur manière. Bugs Bunny, Popeye, Donald Duck et compagnie, ils ont tous contribué. Mais ça, c'était majoritairement pour le public resté au foyer. C'est pourquoi Private Snafu, de son côté, est né d'une initiative de produire des cartoons spécifiquement conçus à destination des personnes enrôlées dans l'armée. Eh oui, là-bas aussi, ils méritaient leur propre rôle modèle, un héros qu'ils pouvaient admirer et prendre en exemple pour combattre leurs ennemis en toute quiétude. Et voici leur héros. This is Snafu. Snafu est une figure peu conventionnelle dans le domaine, puisqu'il s'agit d'un soldat assez débile et incompétent qui se fourre régulièrement dans des situations malheureuses à cause de sa négligence et sa façon de prendre les enseignements de l'armée à la légère. Donc peut-être pas tant rôle modèle que ça en fait. Et pourtant, le but de son existence était bien d'éduquer les troupes. Mais je m'avance quelque peu, revenons pour commencer vers les premiers instants de sa création. Et croyez-le ou non, l'homme à qui l'on doit tout cela n'est pas moins que le réalisateur Frank Capra. Au début des années 40, l'homme était pratiquement le nabab d'Hollywood. Déjà réalisateur de classiques comme Vous ne l'emporterez pas avec vous et Monsieur Smith au Sénat. Mais c'était aussi un grand patriote. Il songeait déjà à s'engager dans l'armée américaine, avant même l'attaque à Pearl Harbor. Il a enrôlé la United States Army Signal Corps, branche conçue pour créer et maintenir les communications entre les commandes militaires et les forces armées au combat. Grande figure là-bas, il sera assigné à la création de films propagandistes. Avec dans un premier temps, une série de plusieurs films nommés Why We Fight, ou Pourquoi nous combattons. Une série de films dont le but était de faire comprendre aux soldats et au public pourquoi les États-Unis se sont impliqués dans la guerre, et en filigrane, une sorte de réponse de la part de Capra aux films propagandistes qui avaient été réalisés de l'autre côté du conflit. Son projet suivant était beaucoup plus léger. Il a commissionné l'écriture d'un film court nommé Hey Soldier, qui devait mettre en scène un soldat se plaignant des règles et des restrictions de l'armée avant d'en comprendre l'utilité et l'importance. Le projet n'a pas vu le jour, mais il a été retravaillé lorsque Capra a constaté la réponse des recrutés face au segment animé vu dans les films de Why We Fight. Ainsi, Hey Soldier est devenu une série de cartoons et le soldat protagoniste est devenu Snafu. Diffusé en tant que part d'un magazine audiovisuel hebdomadaire destiné aux troupes, l'idée derrière les cartoons de Snafu est pratiquement restée la même que lorsque le projet était encore Hey Soldier. Snafu est un soldat bené, lubrique et très insouciant qui ignore le plus souvent les règles de bonne conduite des soldats et les conseils pour survivre durant la guerre, et en fait les frais plus d'une fois. La couleur est donnée dès son leitmotiv qui ouvre chacun de ses cartoons et qu'on entend fréquemment tout le long de la série, qui est la chanson populaire You're a Horse's Ass. Des termes grossiers pour désigner un jackass, ou un bouffon complet, ce qui caractérise plutôt bien Snafu. Ainsi, par le biais de ce personnage, le gouvernement et les forces militaires pouvaient montrer les 12 and-don'ts à suivre quand on est un soldat dans l'armée. Et oui, il s'agissait donc de cartoons éducatifs. À vouloir m'apprendre. Mais là où, dans la tête du commun des mortels, cartoon éducatif sonne comme les leçons mielleuses brisant le 4e mur qui jalonnaient les dessins animés des années 80, quand ce n'était pas des dessins animés entiers dédiés à ce sujet, la série des Private Snafu demeurait avant tout une série de cartoons purs, loufoques et délurés en plus d'être instructifs, et pas l'un en dépit de l'autre. Cela permettait en sorte d'allier l'utile à l'agréable. En effet, la production de ces films était bénéfique, car elle n'était pas qu'à portée humoristique ou juste dans le cadre de divertir les soldats et d'alléger un peu l'ambiance face à l'anxiété de la guerre. Il faut savoir que beaucoup de recrues venaient d'environnements peu favorisés, et que donc il n'était pas rare d'avoir dans ses rangs des soldats illettrés. Ainsi, la production de films permettait de pallier la frontière de la lecture et l'écriture. Dans la pure tradition des cartoons de l'âge d'or, le langage visuel prime et le message passait au travers des mésaventures traversées par ce soldat maladroit. Et pour combiner le facteur éducatif au facteur de pur cartoon divertissant, il fallait bien s'octroyer les services des champions en la matière à l'époque. Les productions
production Léon Schlesinger ou Warner Bros. Cartoon. Disney fut envisagé dans un premier temps pour gérer ses cartoons et collaborer à nouveau avec Frank Capra après avoir conçu les séquences animées parcourant les films de la série Why We Fight. Ils ont même croqué quelques designs et esquisses de storyboard. Cependant, Disney demandait des coûts de production trop élevés, ainsi que l'exclusivité des droits sur le personnage et le merchandising autour du personnage. Rendez-vous compte, on aurait pu se retrouver dans une timeline avec Private Snafu trônant fièrement aux côtés de nombreuses autres figures populaires Disney. Léon Schlesinger était intéressé par la production de ses cartoons, et il a supplanté l'offre de Disney en proposant de produire ses cartoons pour les 2/3 du prix demandé par son concurrent, en plus de ne pas exiger les droits sur le personnage. Signifiant que techniquement, contrairement au personnage Looney Tunes et à la propriété elle-même, Snafu n'appartient pas à Warner. Mais ce qui est sûr, c'est que Warner était un meilleur choix pour mettre en scène les péripéties bouffonnesques de ce pauvre soldat. Les cartoons Looney Tunes ne sont certainement pas étrangers à l'anarchie frénétique et à l'humour un peu grivois, apte à divertir les soldats. Et pour Snafu, étant donné que ces cartoons suivaient des règles de production et de censure isolées et différentes de celles sous le régime du code Hays, et qu'ils étaient à destination de l'armée et uniquement de l'armée, les artistes étaient autorisés à pousser le bouchon un peu plus loin qu'à l'accoutumée avec l'humour, le langage et les dessins osés, quand les cartoons Warner devaient le plus souvent se contenter d'allusions coquines mais subtiles quand ils avaient un peu de chance. Le ton est donné avec ce que l'acronyme même de Snafu signifie, Situation Normal All F***ed Up, ce que le cartoon inaugural de la série parodie joyeusement. Snafu. Situation normal. All fouled up. On n'en était pas encore à pouvoir lâcher des gros mots à tout va, mais le langage pouvait s'autoriser à être plus relâché, incluant notamment des damn et des hell quand ce n'était pas possible pour les cartoons traditionnels. Il y avait toujours des blagues grivoises qui se contentaient d'allusions, mais l'humour pouvait être plus frontal dans la vulgarité, et même inclure son petit lot de fanservice avec des femmes peu vêtues et ou avec un physique proéminent, voire de l'occasionnelle nudité. Vous savez, histoire de faire plaisir aux soldats en manque. Chez Warner, ils savent définitivement ce qui leur manquait le plus, et ce qu'ils avaient vraiment envie de voir. Pour réaliser ces cartoons, les artistes habituels en charge des cartoons Looney Tunes étaient sollicités. Pour les réalisateurs, nous avions Chuck Jones, qui a d'ailleurs défini le design final du personnage, Fritz Freleng, Bob Clampett et Frank Tashlin, et leurs unités respectives pour concevoir l'animation. Les cartoons durent de 3 à 5 minutes chacun et traversaient un temps de production d'environ 6 semaines, pour un budget moyen de 2500 $. 2500 $ de l'époque évidemment, ce qui avec l'inflation correspond en 2025 à 46 613 $ le cartoon environ. Leur production était étroitement surveillée par le gouvernement, étant donné leur nature de documents privés à destination des forces armées uniquement. Et cela a fait que les artistes ont traversé des conditions particulières durant leur conception. Ils devaient notamment être identifiés par le biais de leurs empreintes digitales et en portant des badges au travail. Malgré ces conditions spéciales, on pourrait croire que pour les équipes en charge de ces cartoons, ça devait être une sorte de projet de seconde zone. Et pourtant, ces cartoons ont sollicité les mêmes talents et compétences qui ont permis aux artistes de faire des Looney Tunes les cartoons immortels qu'ils sont. On y retrouve toujours la patte propre à chaque réalisateur et une certaine sensibilité artistique qui font de ces petits films de vraies réussites visuelles et cinématographiques. Ils s'autorisent même quelques petites ambitions, incluant ici et là un cartoon sans le moindre dialogue, et à côté, un petit lot de cartoons tout en chanson et ou en rime. Et en apprenant ça, vous serez ainsi un peu moins surpris d'apprendre que dans l'équipe de production de ces cartoons, à l'écriture, on pouvait trouver un certain Theodore Geisel, alias Dr. Seuss. Eh oui, ce Dr. Seuss, qui n'en aura pas été à sa première collaboration avec les artistes de chez Warner Bros, ceci dit, et qui n'en sera pas à sa dernière avec Chuck Jones évidemment. Au rang des artistes dont la présence dans l'équipe est surprenante, on retrouve aussi Munro Leaf, l'auteur du réputé récit pour les enfants Ferdinand le Taureau, paradoxalement connu pour sa parabole anti-guerre. C'est même Leaf qui a suggéré de rendre ces cartoons aussi osés que possible afin de pleinement attirer l'attention des soldats. Mais sinon, ces cartoons étaient bien dans l'esprit de ce qui se faisait chez les Looney Tunes. On y retrouve ainsi les gags cartoonesques ancrés dans leur style, tout en s'offrant un contraste amusant étant donné que vu le but de ces cartoons, Snafu a plus de chances d'y rester quand il se prend une bombe dans la figure. On y retrouve Carl Stalling qui se faisait plaisir avec les jeux de mots musicaux, d'autant plus qu'il s'agissait de la période où il commençait à piocher dans le répertoire de Raymond Scott, faisant qu'ils font partie des premiers cartoons à solliciter un certain thème connu sous le nom de Powerhouse.
Et pour la voix de Snafu, qui d'autre que le légendaire Mel Blanc. Et si comme d'hab il s'occupe de la majorité des voix qu'on entend au travers de ses cartoons, on y retrouve aussi moult autres comédiens entendus chez les Looney Tunes, comme Bea Benaderet, Billy Bletcher, Sarah Berner, ainsi que Frank Graham et Robert C. Bruce pour faire occasionnellement le narrateur à tour de rôle. Et en tant que dérivé des cartoons Warner, même si produits par la même équipe, cette série a quelques anecdotes intéressantes à son actif. Il s'agit notamment des derniers cartoons produits en noir et blanc par les studios Warner Bros. Cartoon. Tandis que la couleur s'est démocratisée chez les Looney Tunes au point qu'elle est devenue la norme absolue à partir de 1944, tous les cartoons de Snafu du début jusqu'à la fin ont été produits en noir et blanc. Et en tant que tels, ils sont les derniers témoins des sensibilités de ces réalisateurs quand ils occultent les couleurs. La cinématographie de plusieurs d'entre eux est certainement intéressante à étudier et magnifique à contempler. Et ces cartoons marquent aussi la première contribution au cartoon Warner Bros. De Maurice Noble, qui s'est en effet retrouvé avec la charge des arrière-plans de plusieurs de ses cartoons, et pas seulement ceux de Chuck Jones, avant son partenariat définitif avec Chuck à partir des années 50. Donc certes, cartoons de propagande commandés par l'État, mais ils n'en sont pas moins des pierres angulaires dans l'histoire des cartoons Warner. Et comme les autres cartoons de propagande, ils ont permis aux studios d'animation comme Warner de pouvoir continuer leur activité durant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'ils étaient proches de la faillite à cause des circonstances entourant le contexte, comme je le soulignais par le passé. Ils ont permis à l'État et à la société de comprendre que l'animation est une industrie essentielle, qui peut aussi contribuer aux efforts de guerre en temps de crise, et ainsi continuer leur activité sans craindre la fermeture. En somme, c'est les ancêtres du mouvement Animation is Cinema si l'on veut. Mais revenons un peu au personnage en lui-même. Comme je l'ai dit, Snafu c'est un soldat un peu couillon qui a beaucoup à apprendre, et ça tombe bien parce que c'est ce qu'il fait au travers de ses divers cartoons, en même temps que les soldats spectateurs. Chaque cartoon tourne autour d'un sujet particulier que les soldats doivent bien apprendre pour mieux l'appréhender. Entre autres, il couvre l'importance de ne laisser passer aucune fuite d'informations, même en territoire connu, de travailler dur quel que soit son échelon, de prendre grand soin de ses armes, de ne pas se laisser aller aux rumeurs, de faire attention aux pièges, et j'en passe. Ah oui, et faites gaffe à la malaria. Il y a bien au moins 3 cartoons dédiés à la malaria. Pour l'aider dans son apprentissage, Snafu a sa propre marraine la bonne fée, en quelque sorte. Technical Ferry, Voice Class. At your service. Il apparaît dans la plupart des cartoons, soit pour exaucer un vœu de Snafu, soit pour lui montrer ce qui est hors de son champ de vision quand il assume quelque chose. Dans les deux cas, pour que Snafu puisse apprendre une leçon importante, ou pour mieux faire face à une situation particulière ou face à un ennemi. Ah oui, d'ailleurs, les ennemis. Bon cartoon de propagande en pleine Seconde Guerre mondiale oblige, les ennemis des US sont évidemment caricaturés à mort. Mais, étant donné le but et le public cible différents de ces cartoons, les japonais et allemands sont certes des caricaturideuses, mais ils ne sont pas complètement incompétents. Sans doute parce que, bon gré mal gré, ça reste des armées de soldats qu'il ne faut pas sous-estimer, et qu'il faut combattre en sachant qu'ils ont de quoi se défendre ou riposter. Là où pour la population restée au pays, c'est plus rassurant de dépeindre les ennemis comme des abrutis qui se font ridiculiser par les héros de la culture populaire. Et puis ça permet à Snafu une nouvelle fois de réaliser la bonne conduite en tant que soldat s'il veut espérer survivre sur le front. Du moins au début. En effet, plus la période de guerre passait, et plus les cartoons de Snafu complétaient leur production, plus l'armée américaine gagnait en importance. Ces cartoons étaient particulièrement destinés aux soldats peu expérimentés à qui l'on devait apprendre les principes de base. Mais au fur et à mesure, les rangs américains comportaient de plus en plus de vétérans avec pas mal de bagages. Et pour refléter cela, Snafu lui-même est devenu bien plus compétent durant ces derniers cartoons. Certes toujours un peu maladroit et toujours lubrique, mais tout à fait capable de se débrouiller dans les conditions imposées aux soldats et capable de tenir tête aux ennemis, qui de leur côté redeviennent assez idiots. Ces deux derniers cartoons sont des exemples flagrants. Dans Opération Snafu, notre soldat est infiltré au Japon pour récupérer un document secret des mains de l'armée japonaise, et leur échappe en tirant avantage de leur extrême politesse. Et dans Nobody Atoll, Snafu et un soldat japonais échouent sur une petite île, et les deux se livrent une mini-guerre pour se débarrasser de l'autre. Guerre que Snafu gagne évidemment. Des scripts et situations beaucoup plus Bugs Bunnyesques qui témoignent cependant de la confiance grandissante de l'Amérique envers son avancée, probablement aidé par des trucs comme la conception de la bombe atomique, va savoir. D'ailleurs, fun fact par rapport à ça, un cartoon de Snafu, Going Home, n'a jamais été diffusé pour le public militaire. La raison exacte n'a pas été révélée et il y a plusieurs spéculations, mais l'hypothèse la plus soutenue est le fait que dans le cartoon, Snafu divulgue à un moment la conception d'une arme surpuissante capable d'annihiler le Japon. Ça sonne vaguement familier, pas vrai? Mais au moins, ce cartoon, comme tout ce montré aux soldats, est désormais accessible à tout le monde, et dans le domaine public faute de réels détenteurs.
On ne peut pas en dire autant du tout dernier cartoon de Snafu produit par Warner Bros. Cartoon, Secrets of the Caribbean, qui lui est tout simplement perdu dans les limbes. Le bruit veut que le cartoon avait été finalisé et sa seule copie envoyée à l'armée, mais que celle-ci n'en voyait pas l'intérêt vu que la guerre était pratiquement terminée, et donc elle s'est simplement débarrassée de la bobine. Ce qui fait qu'il s'agit techniquement de la seule production relative aux Looney Tunes de l'âge d'or à être purement et simplement du média perdu. Mais en tout et pour tout, ça fait 26 cartoons de Snafu produits par Warner Bros. Cartoon, dont 25 qui ont survécu. Ils ont été produits entre 1943 et 1945 et se sont arrêtés pour la raison évidente de la fin de la guerre. Ceci étant dit, dans l'éventualité où la guerre allait se prolonger, vu que bon, ils pouvaient pas savoir, d'autres studios se sont attelés à la tâche de produire leur propre cartoon de Snafu, ou l'incluant d'une manière ou d'une autre. Ce fut le cas de la MGM, qui a non seulement produit avec UPA une série de cartoons éducatifs beaucoup plus didactiques nommée A Few Quick Facts, dans laquelle on pouvait apercevoir le soldat de temps en temps, toujours incarné par Mel Blanc, mais qui a aussi produit un pur cartoon de Snafu qui n'a jamais vu le jour, Mop Up, réalisé par Bill Hanna et Joe Barbera. Dans la veine de ces derniers cartoons, celui-ci s'axait particulièrement autour de Snafu contre les Japonais, vu que le Reich avait déjà rendu les armes. Mais en pleine production, le bombardement d'Hiroshima a eu lieu, et le jour suivant, la production du cartoon s'est arrêtée. Et peu de temps après, tous les dessins, les cellulos et tout le tout-team furent embarqués dans un camion pour disparaître à jamais. N'ont survécu qu'un synopsis et un scénario, tous deux visibles dans un article bien détaillé sur ce cartoon que vous trouverez en description. Compte tenu de tout ça, c'est tout de même un miracle en soi que tous les autres cartoons de Snafu, sauf un, ont survécu. Et tant qu'à faire, il y avait également quelques tentatives de séries dérivées pour le public engagé dans la marine. L'une est un dérivé direct, littéralement Private Snafu présente le marin Tarfu. Un seul cartoon a été conçu et il a été produit par le studio Harmonizing, bien qu'on y retrouve encore et toujours Mel Blanc pour faire les voix. Et de l'autre côté, introduit par les studios de Walter Lantz et repris par les artistes de Warner Bros, il y avait Mr. Hook, qui n'a guère fait long feu avec 4 cartoons seulement, mais qui était bien exclusivement destiné à la marine américaine. Je note surtout celui réalisé par Bob Clampett, Tokyo Wars, qui contient des caricatures vraiment de mauvais goût, mais aussi quand même une animation de taré. Bien entendu, après la guerre, le personnage de Snafu n'a pas vraiment percé. Je veux dire, déjà durant la guerre, il n'était vraiment connu que des soldats américains, et après la guerre, il n'y avait aucune raison de le faire connaître du grand public. D'autant plus qu'encore une fois, il n'avait pas vraiment de détenteur propre et définitif. Donc bon, pour lui donner un héritage dans l'inconscient collectif, c'est compliqué. On notera un petit caméo dans les Animaniacs, mais guère plus. Ceci étant dit, le fait que ces cartoons et survécu démontre le travail d'orfèvre orchestré par ces grands passionnés que sont les historiens d'animation. Grâce à eux, il y a eu une tentative d'ouvrir le grand public à ces cartoons et à ce qu'il a représenté pour les troupes, notamment avec des éditions comme le second volume de la Platinum Collection des Looney Tunes, comprenant un petit documentaire dédié aux personnages ainsi que plusieurs de ces cartoons. Encore mieux, pour les fanatiques plus de niche, le petit éditeur Thunderbean a sorti il y a presque 10 ans une intégrale de ces cartoons en Blu-ray. Et comme ils sont tous dans le domaine public, il est très facile de tous les trouver sur YouTube dans une grande compilation et en bonne qualité. Et c'est recommandé de les découvrir, car au-delà d'être une fascinante capsule temporelle liée à la Seconde Guerre mondiale et à l'histoire du studio Warner Bros, ce sont aussi des cartoons bourrés de qualité, reflétant tout le talent des artistes de chez Warner et leur inventivité fulgurante pour contribuer à l'effort de guerre non sans un grand sens de l'humour. Wouldn't you think they could find something important for me to do in this here army? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!